Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Nous allons partir dans le département 13 à Marseille et on va s'intéresser à des lots de garage et de parking. Alors, quels sont les documents à notre disposition? Que contiennent-ils? Quelles sont les infos qui manquent au dossier? Et comment un investisseur peut-il se positionner? Dans quel ordre faire les choses? Je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Et pour commencer, je vous donne rendez-vous de l'autre côté, derrière mon écran. Et nous voilà de l'autre côté de l'écran avec donc l'annonce, les informations disponibles sur le bien. Bon là en l'occurrence on est sur avoventes.fr puisque c'est le site qui nous permet d'avoir déjà les documents consultables facilement sans même avoir à les demander à l'avocat. Une partie des documents seulement, on y reviendra un peu plus loin dans cette vidéo. En l'occurrence, il s'agit donc de 4 emplacements de garage situés à Marseille. Et ces 4 emplacements sont vendus en 3 lots. On va regarder le détail ensemble, mais il y a 2 lots d'un garage et un lot qui va comporter 2 garages. Donc 2 garages vont être vendus ensemble dans un seul et même lot. Ces garages sont situés dans un ensemble immobilier en copropriété, dénommé le Gyptis 2, situé donc 200 boulevard National à l'angle de la rue Jean-Christoffel et rue Lothar à Marseille, dans le 3e arrondissement. Adresse postale 25 rue Lothar. On a les informations sur la parcelle, les références cadastrales. Voyons quels sont les différents lots. Le premier lot de la vente, donc c'est le lot de copropriété numéro 47. C'est donc un emplacement de garage situé 2e sous-sol de la copropriété, qui est le numéro 57 et qui fait près de 20 mètres carrés. On a sa proportion au sein des tantièmes de la copropriété, ce qui est une information relativement importante pour ce qui est du paiement des charges de copro. Même si on sait qu'un garage, c'est toujours à la marge au niveau du pourcentage de prise en charge de paiement des charges de copropriété. Le deuxième lot de la vente, c'est le lot numéro 314 de la copropriété. C'est également un garage et il est désigné par le numéro 332, donc physiquement, quand on va le voir, il est situé à l'étage mezzanine. Bon, on ira voir dans le PV description à quoi ça correspond. Et il fait au sol un peu plus de 13 mètres carrés. Dans ce même lot, il y a un second emplacement de garage qui est le lot numéro 315 de la copropriété, donc a priori ils sont voisins, 314, 315, et numéro visuel 332 et 333, et ils font chacun un peu plus de 13 mètres carrés. Et enfin, le troisième lot de cette vente, lot numéro 279 de la copro, également donc un garage, qui est le numéro 294 physiquement, ce qui est visible, et qui mesure un peu plus, là encore, de 13 mètres carrés. Les mises à prix sont pour le premier de presque 7 000 €, 6 964, pour le deuxième 5 899 et pour le troisième 5 220. Donc là on voit que même si le deuxième lot comporte 2 emplacements de garage, il n'est pas mis à prix bien plus cher que les autres qui n'en comportent qu'un seul. Le montant de la consignation, donc 3 000 €, ça c'est la garantie apportée à votre avocat par chèque de banque pour pouvoir enchérir. La vente, elle a lieu le 28 février, donc vous êtes encore dans les temps au moment où vous visionnez cette vidéo, si vous la visionnez dans les jours qui suivent sa sortie, puisque nous sommes première quinzaine du mois de février. Et les visites ont lieu le lundi 19 février de 10 h à 11 h. Un des avantages du site à vos ventes, c'est que si vous ne savez pas précisément où se trouve le bien, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton, comme je viens de le faire, sur le bouton carte juste ici. Ça vous ouvre une page Google Maps et vous avez le bien qui est là, l'adresse du bien. Et en dézoomant, ça permet de se positionner. Donc là, on a le port commercial ici et le vieux port de Marseille qui doit être un peu en dessous. Voilà, il est là. C'est ça. Donc, vous voyez, le bien est ici. OK ? Attention quand même. Alors ici, le nom de la rue est relativement simple. Parfois,
quand on a une impasse, quand on a une adresse de cité, une adresse de quartier un petit peu vague dans les informations qui sont là, il faut quand même aller vérifier, ouvrir une autre page à côté et vérifier en retapant nous-mêmes l'adresse, parce qu'il s'avère que des fois, il y a deux impasses qui aient le même nom, ou qui se trompent de quartier en allant sur une rue qui a le même nom que le quartier. Donc il faut vraiment quand même vérifier avant. Bon, de toute façon, le jour de la visite, vous allez bien vous rendre compte que l'adresse n'était pas la bonne, mais malgré tout, c'est important pour avoir de bons repères visuels, si on ne connaît pas nécessairement la ville et le quartier, d'aller vérifier. Ici, on a accès à plusieurs documents qui sont la fiche de vente. On ne va pas revenir la voir, ce n'est pas hyper intéressant dans la mesure où ça reprend les informations que nous, on a vues ici sur le site, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description. Cahier des conditions de vente, on va passer relativement vite sur ce bien parce qu'il comporte beaucoup d'informations qui sont toujours les mêmes. Je vous renvoie à la masterclass lecture de documents dont j'ai mis le replay accessible gratuitement sur la chaîne et j'y détaille plusieurs lectures de documents. Je vous explique en détail comment ça fonctionne, où sont les infos de façon générale. Donc l'info à retenir, c'est que dans le cahier des conditions de vente, il y a toujours un tronc commun qui représente 70-80% du document et qui sera toujours le même d'une procédure à l'autre, donc qu'il n'est pas la peine d'aller lire à chaque fois si vous avez l'habitude d'enchérir. C'est bien d'y aller une fois, deux fois, trois fois, du moins les premières fois, et ensuite vous maîtrisez le process, vous savez comment ça marche, quelles sont les infos, pas besoin d'y revenir. Donc on va aller lire uniquement la partie relative au bien, et ça va nous donner les informations juridiques et administratives sur le bien. Notamment un bien en copropriété, on y trouve les infos sur la copro et c'est intéressant. On va y trouver régulièrement l'identité du syndic. En l'occurrence, là c'est la société Foncia Marseille. Ici on a les informations, donc j'ai passé peut-être un peu vite, sur les différents lots avec leur descriptif, sommaire. On a la personne qui poursuit. On a le cabinet d'avocats qui poursuit, on a les décisions de justice, titre de propriété en vertu desquelles la procédure est diligentée. Bon, une hypothèque, ça n'a pas d'importance pour nous. Les montants pour lesquels la procédure est poursuivie. Différentes informations de procédure, en l'occurrence, qui n'ont pas grand intérêt pour nous. Et encore un descriptif un petit peu plus poussé sur les biens. Les différents biens, leur importance dans la copropriété. Les informations sur la copropriété, sur les différents documents de cette copro. Donc l'état descriptif de division, le règlement, etc., etc. Et l'origine de propriété, ça c'est intéressant puisque ça nous permet de savoir depuis quand le propriétaire actuel est propriétaire. Et en l'occurrence, il semblerait que ce soit depuis 2002 puisque origine de propriété, acte de maître Jean-Jacques Rouvier, notaire à Marseille, en date du 6 juin 2002 pour le lot 47. Ici, septembre 2002 et pour l'autre, mars 2002. Voilà, donc ils ont été achetés en 2002. On a un descriptif un petit peu plus détaillé, mais tout ça, de toute façon, on le verra dans le PV de description. Donc, ça nous permet d'avoir une première info. On va revenir le voir de façon plus détaillée dans le PV de description. Les diagnostics ont été faits. Amiante, pas de repérage amiante. Il est bien fait, la cahier des conditions de vente. Il est plus poussé, plus détaillé que la plupart, parce que là, finalement, on a un résumé du PV de description sur les infos qu'il a pu recueillir sur place, lot par lot, c'est très bien. On a les différentes superficies détaillées et on a également le résultat finalement de ce qu'ont donné les diagnostics techniques. Donc en l'occurrence, pas de termites et pas d'amiante, ce qui est plutôt bien, évidemment. Les infos sur le syndic. Le fait que règlement de copropriété, identification de copropriété, carnet d'entretien de la copropriété, procès-verbal des assemblées générales sont annexés aux documents. Alors on va voir s'ils sont vraiment annexés, qu'on peut les consulter en bas. Je ne pense pas, parce qu'il y a 15 pages et on est déjà à la 10e. Par contre, ça signifie qu'on va pouvoir aller les demander à l'avocat en complément des infos qu'on a disponibles sur le site. Et là, on a les informations pour finir sur les différentes mises à prix. Ensuite, on va avoir des informations générales sur, alors ils appellent ça clause spéciale, mais c'est sur les ventes en copropriété, etc. Donc qui ne sont pas spécifiques à celle-ci.
termine le document quand même. Je vous invite à les lire si vous voulez aller plus dans le détail et lire le reste des infos. Ensuite, le procès-verbal de description. Rédigé par le commissaire de justice, une information importante, la date à laquelle il a été fait. Bon là, en l'espèce, ce sont des garages, mais il peut s'avérer qu'il y a un grand laps de temps entre le passage du commissaire de justice, qui est fait pour le descriptif en tout début de procédure, et la vente en elle-même. Donc ça va avoir un effet, il va falloir surveiller comment évoluer le bien sur ce laps de temps-là. Est-ce qu'il y a eu des dégradations ou pas? Quels sont les points d'attention à avoir par rapport à ça? En l'occurrence, il a été fait le mercredi donc 9 novembre 2022. Donc il a déjà un an révolu, près d'un an et demi. Donc on reprend les informations sur la procédure. Et là, on va rentrer dans ce qui nous intéresse, lot par lot, le descriptif des biens. Donc le lot 279, qui est le 294, numéro 294, numéroté. Il s'agit d'un emplacement de stationnement, donc c'est du rez-de-chaussée de la résidence, qui est fermé par un rideau métallique qui ne fonctionne pas, non fonctionnel, dépourvu de système de fermeture. Donc finalement, il y avait bien un rideau métallique, il y a bien un rideau métallique, mais c'est comme s'il n'y en avait pas, parce qu'il ne fonctionne plus. Le numéro 294 est inscrit sur le mur du fond. Cet emplacement est occupé par un véhicule qui y est stationné. Toutefois, donc, le nom a été masqué, c'est sans doute le propriétaire des lieux, qui déclare que le garage n'est pas loué et qu'il doit s'agir d'un résident qui stationne dans un box vacant parce que habituellement il n'y a personne. Donc le lot, une information ici importante, c'est que le lot est vendu inoccupé, non loué. Le deuxième, 314, emplacement de stationnement situé à l'étage nommé donc mezzanine, dans la résidence. Il est fermé lui par un rideau métallique, équipé d'un système de fermeture, rideau sur lequel sont inscrits au feutre les numéros de box 332, 314. On le voit sur les photos. L'intérieur est encombré d'objets hétéroclites, dit-il. Alors on va aller voir ça en photo. Voilà, il a pu passer son appareil photo. Donc il y a à l'intérieur divers objets. Donc finalement, c'est plus utilisé comme cave que comme parking, manifestement. Ça me fait penser à cette émission américaine qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne de la TNT où vous avez de l'achat de box à l'aveugle, où ils restent à l'entrée, vous savez, ils achètent les box et ils découvrent ensuite ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, c'est scénarisé, mais voilà, sur ces photos comme ça m'a fait penser à ça. Ensuite, le 315, donc 333 ou 315, et l'autre copro 315 et 333 individualisé. Il s'agit d'un emplacement de stationnement à l'étage mezzanine, donc c'est ces deux-là qui sont vendus ensemble manifestement, dans lequel la résidence fermée est équipée d'un rideau de fermeture aussi, rideau sur lequel s'inscrit au feutre indélébile, donc les deux numéros. Et là encore, l'intérieur est encombré d'objets, voilà, rebelote sur celui-ci aussi, qui est le lot voisin, l'autre il doit être derrière, là, derrière les grillages manifestement, et voilà, on a là encore du bazar à l'intérieur, donc ils sont inoccupés, il faudra prévoir une petite évacuation des lieux en cas d'achat. Et enfin, le dernier, donc qui est situé celui-là au deuxième sous-sol, placement stationnant deuxième sous-sol de la résidence, fermé lui aussi par un rideau métallique, équipé d'un système de fermeture, sur lequel sont inscrits les numéros de lot. Le propriétaire n'a plus les clés, le serrurier procède à l'ouverture, puis change la fermeture. L'intérieur est encombré de mobilier, d'électroménager et de divers objets. Comme on peut le voir, oula, oui, celui-ci, effectivement, il y a davantage de biens. Donc il est plus grand, donc plus de bazar. Alors à la question de savoir, parce que je la vois venir, je sens que certains vont me la poser, est-ce que si j'achète le box, le parking, je suis propriétaire de ce qui se trouve à l'intérieur? Légalement, juridiquement, non, ça n'est pas le cas. Les biens appartiennent toujours à la personne. Donc, elle est quand même réputée les avoir abandonnés. Alors en France, on a une durée d'abandon qui est d'1 an. Donc au bout d'1 an, vous devenez juridiquement, enfin 1 an et 1 jour, propriétaire des biens. Alors évidemment, si c'est des biens qui n'ont aucune valeur marchande, si c'est plus des déchets qu'autre chose, vous les amenez à la déchetterie et c'est réglé.
Maintenant, s'il y a des biens de valeur, des objets de valeur ou qui peuvent en avoir, c'est bien pour se prémunir d'un éventuel recours de faire ce qu'on appelle une mise en demeure ou une sommation à la personne, au propriétaire précédent, à condition bien sûr d'avoir son adresse. Donc pour ça, on s'adresse à l'avocat poursuivant qui peut demander éventuellement à l'avocat de cette personne, si elle en avait un dans le cadre de la procédure, de nous donner ses coordonnées et on essaye de rentrer en contact avec elle pour... Alors vous allez me dire ça va prendre longtemps peut-être, mais on ne va pas lui demander qu'elle récupère elle-même ses biens. Ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'elle nous signe un document, une déclaration d'abandon, dans lequel elle atteste qu'elle abandonne bien ce qui se trouve à l'intérieur du box pour que juridiquement on soit couvert et que cette personne ne puisse pas venir nous demander quoi que ce soit, nous demander de lui rendre des comptes parce qu'il y avait des biens lui appartenant à l'intérieur. Et enfin, pour finir avec la lecture du document, nous avons un récapitulatif des différentes superficies des box. Voilà pour l'étude de ce document-là. On a donc vu cahier des ventes, PV description. Je vous propose tout de suite de vous retrouver de l'autre côté et on va discuter du travail qu'on va devoir faire, nous, investisseurs, pour se positionner sur ces biens-là. À tout de suite. Alors, maintenant que nous avons vu quels sont les documents à votre disposition librement, en libre accès, comme ça, et qu'on les a étudiés, intéressons-nous à quel est le travail à faire pour vous, investisseurs, qui souhaitez vous positionner sur le bien. D'abord, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'a priori, des lots de garage ou de parking sont moins propices à intéresser des marchands de biens. Il y aura un delta moins intéressant, une plus-value moins intéressante à faire que sur un appartement, une maison ou un bâtiment bien plus grand. Donc, on peut se dire que ça va partir entre les mains d'investisseurs particuliers ou même de particuliers pour un garage à proximité de leur résidence principale. Alors, quels sont les documents manquants et qui pourraient faire besoin, qui peuvent être intéressants à consulter, voire capital à consulter? En matière de parking et de garage, là, on est au sein d'une copropriété. Et on n'a vu aucun document relatif à la copro dans ce qu'on a pu regarder. Il est donc intéressant d'aller demander à l'avocat poursuivant qu'il nous adresse tous les documents en sa possession et relatifs à la copropriété. Ça devrait nous permettre d'avoir le règlement de copropriété, un PV d'AG, on l'espère, et aussi et surtout quel montant de charge sera à payer pour les mois et les années qui viennent. Alors bien sûr, en matière de copropriété, l'impact des charges est moins important quand il s'agit de parking, de box, de garage que pour un logement, que pour un appartement, évidemment, puisque les tantièmes sont très très faibles par rapport aux tantièmes que peuvent représenter des appartements. Pour autant, c'est toujours intéressant à savoir et ça va nécessairement impacter notre rentabilité. Bien entendu, quels sont les travaux ou les modifications qui ont pu être votées aussi dans les AG précédentes? Ça peut avoir de l'impact sur ce qui va être voté dans les AG à venir et donc sur les frais à engager, même si, là encore, lorsqu'on est propriétaire seulement de parking, garage ou box, on est beaucoup moins impacté par les travaux à faire. Ça nous coûte beaucoup moins cher que si on est propriétaire d'appartements au sein de la copropriété. Maintenant, une fois que vous serez allé visiter, il sera bon aussi de revenir vers l'avocat poursuivant pour lui demander quel est le montant des frais de procédure. Les frais de procédure ne sont pas connus ici encore et c'est très souvent le cas tout simplement parce que les visites ne sont pas passées et les honoraires du commissaire de justice pour le fait de réaliser les visites sont compris dans ce qu'on appelle les frais préalables, frais de procédure. De sorte que l'avocat n'est en mesure de faire le total et de nous le donner, nous le communiquer, qu'une fois que les visites sont passées. Il faudra donc revenir vers lui quelques jours après la visite pour connaître le montant à l'euro près des frais de procédure. Et ça va évidemment avoir une grande importance, et notamment ici, puisqu'on est en matière de garage et de parking, où les montants sont relativement faibles, et donc les frais de procédure peuvent représenter un pourcentage très important, et c'est vraiment ça qui peut faire la bascule entre un investissement au global. On apprécie évidemment l'investissement au global, le coût global de l'opération, donc tous les frais plus le coût de l'adjudication. Et c'est bien ces frais de procédure-là, éventuellement, qui peuvent faire une bascule entre un investissement rentable et un investissement non rentable, ou une belle opération et une mauvaise opération, ou du moins une moins bonne opération. Puisque, évidemment, je vous le rappelle, ce qu'on cherche à faire aux enchères, c'est d'acheter en dessous du prix du marché, mais on n'achète pas en dessous du prix du marché juste le montant de l'adjudication. On regarde si on a payé le bien en dessous du prix du marché, tout frais compris.
Ensuite, vous investisseurs, vous allez devoir, pour vous assurer justement d'acheter en dessous du prix du marché, eh bien, déterminer, établir quel est le prix du marché du bien vendu, en l'occurrence de chacun des lots, donc parking, garage, box. Vous allez devoir regarder quelles sont les données de comparaison que vous avez à disposition. Donc là, deux choses l'une, soit vous connaissez parfaitement le quartier, le secteur, et vous savez combien ça vaut sur le marché, soit vous ne le savez pas, ou du moins vous souhaitez aller vérifier, et vous allez regarder sur les sites spécialisés, DVF, Patrim, quels sont les parkings qui se sont vendus dans les mois, les années précédentes, et à quel prix surtout. On peut imaginer en complément de faire une petite recherche sur Le Bon Coin, Se Loger, etc. pour voir quels sont les parkings à la vente également sur ces sites-là, avec attention, une quand même réserve importante qui est que ce sont les prix annoncés à la vente et pas les prix d'achat. Donc il peut y avoir une négociation et sur Le Bon Coin, on n'a pas le prix final, on a bien le prix demandé par le vendeur uniquement et il peut y avoir une différence. Même si, bien entendu, il y a moins de marge de négociation et de manœuvre lorsqu'on achète un garage ou un parking que lorsqu'on achète un logement qui représente des sommes plus importantes. Une fois que vous avez déterminé la valeur de marché du bien, donc en l'occurrence des garages, vous allez regarder quel est son potentiel locatif, à combien vous allez pouvoir le louer au mois, à l'année, ce qui va vous permettre de calculer votre rentabilité, du moins votre rendement locatif. Et c'est ce qui va vous permettre en suivant, eh bien, en simulant vos différentes enchères, en simulant le coût des frais relatif à chacune des enchères, de vous dire si je l'achète à ce prix-là, mis en perspective avec le produit des loyers générés à l'année, ça va me permettre de voir que j'ai une rentabilité de tant de pourcents. Et c'est ce qui va faire que c'est intéressant ou pas de l'acheter aussi. Mais là, bien entendu, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses propres objectifs. Et pour certains, un taux à 8 ou 9%, ça va être un excellent taux de rendement. Pour d'autres, ça va être un taux très moyen. Et pour d'autres encore, ce sera un taux ridicule et ça ne les intéresse même pas. Donc chacun voit midi à sa porte, comme je l'ai dit, et à chacun de définir aussi son horizon d'investissement et son but. Investissement en bon père de famille, vous allez vous intéresser à acheter légèrement en deçà du prix de marché ou très en deçà, mais vous savez que de toute façon, vous êtes investi sur le long terme et ce que vous ne cherchez, ça n'est pas du rendement à l'instant T très important, ça n'est pas générer du cash flow, c'est de conserver le bien, de le rembourser. Si vous faites très bien les choses, il est au moins à l'autofinancement, il ne vous coûte rien et vous vous enrichissez du fait du remboursement de l'emprunt ou bien si vous payez cash, eh bien, vous avez placé votre argent dans un produit, une valeur sûre qui ne va pas bouger et qui a même un peu plus de valeur que ce que vous l'avez payé à l'instant T, puisque je le rappelle, l'objectif c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Et en revanche, si vous êtes un investisseur qui cherche à tout prix la rentabilité, à générer du cash flow, eh bien là, vous allez chercher à le payer très en dessous et effectivement, c'est vraiment la rentabilité qui va faire que vous allez décider sur quel montant d'enchère vous allez vous positionner. Alors, je ne vous donnerai pas de chiffres dans cette vidéo, je ne vais pas moi-même vous dire à quel montant je me positionnerai, ni vous faire les études pour vous donner la valeur de marché du bien. Tout ça, ce sont des choses que je fais pour les abonnés à ma newsletter. Elle est gratuite, mais malgré tout, ils ont l'avantage de profiter de ça une fois par mois, une étude de cas avec valeur de marché du bien, comment je l'ai fait, les différents avantages et inconvénients du bien en question. On change de secteur chaque mois, bien entendu. Et ensuite, ma conclusion sur le bien en lui-même. C'en est fini de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!